Enchanté tout le monde, c'est un plaisir de vous parler de mon programme de recherche qui s'appelle Optimizing Patient-Centered Outcomes Using Optimization Strategies. Donc en français, comment on peut améliorer les issues orientées vers le patient en utilisant des stratégies alternatives aux opioïdes, surtout pendant l'opération ou un petit peu avant ou un petit peu après une opération. Donc, je n'ai pas de conflit, d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais plusieurs portions de mon travail ont été financées, par, des institutions, publiques comme les IRSC, le FRQS ou l'International Anesthesia Research Society. Donc, on commence avec quelque chose d'un petit peu, qui va peut-être être un défi aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous poser une question. À quelle fréquence vous pensez qu'on utilise des opioïdes chez les patients qui ont besoin d'une anesthésie générale pour une chirurgie? On dirait qu'il y en a dans le chat. Donc, je vois tout le temps, 90, tout le temps, toujours 100. OK, ben c'est bon. Donc, vous avez raison, c'est extrêmement, extrêmement fréquent. On se rapproche, du 100 en fait, là, quand on administre une anesthésie générale, il y a 3 ingrédients, principaux. Donc, le produit anesthésiant, les agents paralytiques qu'on utilise, ou les cureurs dans le jargon qu'on utilise, très fréquemment également. Et finalement, une troisième catégorie qu'on appelle, les adjuvants ou les co-analgésiques et traditionnellement, là, depuis plus d'une centaine d'années, cette catégorie-là, est représentée par les opioïdes. Donc presque tous les patients, vont recevoir des opioïdes quand ils sont sous anesthésie générale. Donc, quand un patient a une opération, en particulier une chirurgie majeure sous anesthésie générale, eh bien, souvent, on va commencer à administrer des opioïdes chez ces patients-là qui en ont souvent pas reçu auparavant, lorsqu'ils sont sous anesthésie générale. Donc, si on prend l'ensemble des chirurgies qui sont effectuées là, dans le monde par année, c'est environ 300 millions de procédures. La moitié sont sous anesthésie générale. Donc, 150 millions de procédures, vous pouvez vous imaginer, ça fait beaucoup de personnes qui sont exposées là, pour la première fois à des opioïdes lorsqu'ils reçoivent une anesthésie générale. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on est conscient que même lorsqu'on utilise des opioïdes sur une courte durée de temps, ça peut être associé avec des effets secondaires, par exemple un phénomène de tolérance qui pourrait augmenter la douleur après l'opération, en particulier parce que les opioïdes qu'on utilise sont assez puissants, plus de nausées, puis même plus de réadmission après la sortie de l'hôpital. Donc, c'est quoi l'enjeu avec ça? L'enjeu, c'est que, il est possible que l'utilisation assez libérale, qu'on peut faire dans certains contextes, lors d'une anesthésie générale soit associée avec une moins bonne qualité du rétablissement ou une moins bonne analgésie après l'opération. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 40 des patients suivant une chirurgie majeure qui ont un rétablissement, qui est sous-optimal ou donc un impact fonctionnel là, lié à soit des effets secondaires des médicaments ou de la douleur et autres. Donc dans ce contexte-là, dans le but d'améliorer, l'impact fonctionnel de la douleur après une opération, les effets secondaires puis la qualité du rétablissement, les anesthésistes utilisent de plus en plus d'autres médicaments que les opioïdes pour compléter l'anesthésie générale. Donc, vous pouvez voir sur le graphique ici, c'est la progression avec les années de l'utilisation moyenne de la quantité d'opioïdes qu'on utilise là, pendant une anesthésie générale. Et chaque couleur représente en fait un centre différent. Donc, vous pouvez voir que vraiment la quantité d'opioïdes qu'on utilise diminue avec le temps. Et qu'est-ce qui se passe d'un autre côté? Eh bien, c'est une augmentation d'utilisation d'autres médicaments alternatifs aux opioïdes. Il y a une grande variation dans les pratiques médicales. C'est quoi les alternatives qu'on peut utiliser? Mais il y en a vraiment plusieurs sortes là, d'alternatives. Ici, je vous en ai mis quelques-uns juste pour vous donner une idée de quoi on parle quand on parle
d'alternatives aux opioïdes qu'on utilise pour les patients sous anesthésie générale, donc que ce soit des corticosteroïdes, la lidocaïne, des gabapentinoïdes, bêta-bloqueurs, etc. Donc, il y a plusieurs médicaments qu'on peut employer. Est-ce que c'est un problème d'avoir plein de médicaments comme ça, puis d'avoir une grande variation dans les pratiques? Ben oui, ça peut être un problème. Donc, dans le cas qui nous concerne, il y a certains médicaments, comme ici, je vous ai mis un exemple avec les gabapentinoïdes, qui étaient de plus en plus utilisés. Mais récemment, on s'est rendu compte que bien que les gabapentinoïdes, quand on les utilise en médecine périopératoire, peuvent réduire la quantité d'opioïdes qui est nécessaire à court terme, mais en fait, on ne réduit pas les effets secondaires liés aux opioïdes. Si ça se trouve, on les augmente. Donc, il y a plus de risques de dépression respiratoire quand c'est utilisé là, euh, euh, pendant le moment d'une opération. Puis, on a complété une revue systématique qui, qui rassemblait au-dessus de 280 essais cliniques randomisés, qui nous a montré également que l'effet analgésique n'était pas cliniquement significatif. Euh, donc, bien que c'était des médicaments qui étaient de plus en plus utilisés et qui semblaient pouvoir être bénéfiques, ce qu'on a montré là, dans notre vue systématique, c'est que finalement, on ne devrait pas les utiliser de routine pour les patients sous anesthésie générale qui avaient besoin d'une anesthésie, puisqu'il n'y avait pas de bénéfice net. Suivant la revue systématique, les recommandations se sont ajustées, notamment les recommandations up-to-date pour, euh, pour recommander de ne pas utiliser ces médicaments-là de routine là, pour les patients qui ont besoin d'une chirurgie. Donc, ça fait justement partie d'un des problèmes là, avec la littérature en général dans le domaine des alternatives aux opioïdes en médecine périopératoire. C'est qu'on a vraiment un niveau de preuve qui est plutôt faible, avec une qualité méthodologique des études en général qui est faible également. Si on regarde nos lignes directrices, la plupart du temps, on se base sur des études avec des issues qui sont indirectes, comme par exemple une durée de séjour, une quantité d'opioïdes qui est administrée à court terme. Et puis, ce qui se passe avec, par exemple, la quantité d'opioïdes, bien, on peut avoir un patient qui a besoin de moins d'opioïdes à court terme. Ça peut être parce qu'on a une meilleure analgésie puis la douleur est plus faible, mais ça peut être également lié au fait que ce patient-là a plus d'effets secondaires des médicaments, donc on a réduit euh, notre, notre dose d'opioïdes en conséquence. Donc, c'est difficile de vraiment bien interpréter puis savoir si on a eu un bénéfice net pour le patient en utilisant des issues qui sont indirectes comme ça. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai développé un programme de recherche complet pour pouvoir mieux décrire et guider les pratiques là, sur les alternatives aux opioïdes, en particulier les alternatives pharmacologiques pour les patients qui ont besoin d'une chirurgie. Et, euh, et pour ce faire, la première étape de mon programme de recherche, c'était en fait de rassembler une équipe multidisciplinaire incluant des patients partenaires pour pouvoir mieux évaluer ces issues-là qui sont orientées vers le patient avec les gens qui sont concernés. Donc, euh, donc, quand on parle de partenariat avec des patients partenaires, je me suis posé la question comment on pouvait bien le faire dans un contexte de recherche en médecine périopératoire et également pourquoi c'était important. Donc, pour vous donner un exemple du travail qu'on a effectué là, avec un groupe de 4 patients partenaires avec qui on collabore depuis maintenant environ 3 ans. Et on se base sur le cadre théorique du sport, là, donc des IRSC. On a pris les domaines des issues orientées par le patient selon les lignes directrices de la STEP Compact. Donc, les 5 grands domaines, en fait, d'issues orientées vers le patient en médecine périopératoire, c'est le bien-être du patient, les fonctions, la satisfaction, l'impact sur la vie, puis également la qualité de vie. Et on a regardé avec les patients, selon leur perspective, qu'est-ce qui devait être priorisé, qu'est-ce qui était le plus important et plausible en fonction des alternatives aux opioïdes. Et, euh, et finalement, on a priorisé les domaines qui allaient être le plus important pour la suite du programme de recherche.
Ce qu'on a trouvé, c'est que l'évaluation de la qualité du rétablissement avec ce qu'on appelle le Quality of Recovery 15, donc c'est un score là, de 15 questions qui évalue des domaines importants comme la douleur, l'impact de la douleur sur la fonction, l'aspect cognitif et émotif également. On a trouvé que c'était extrêmement important pour les patients partenaires, mais également aussi pour les cliniciens et pour les décideurs. On a, et finalement, on a confirmé avec la littérature que c'était un outil qui était extrêmement important, plausible, valide, qui était reproductible et qui avait une facilité à être interprété également, notamment puisqu'il a un seuil clinique minimalement important euh, qui est bien défini et déterminé, ce qui facilite l'interprétation et l'applicabilité pour la clinique ensuite. Donc, la deuxième étape de mon programme de recherche, c'était d'évaluer qu'est-ce qu'on a comme littérature actuellement sur les alternatives aux opioïdes en termes d'essais cliniques randomisés. Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est montré comme efficace ou qui est potentiellement efficace ou potentiellement délétère selon les données probantes et en particulier les issues orientées vers le patient. Donc, quand on parle d'issues orientées vers le patient, c'est les domaines que je vous ai présentés dans l'axe 1 et c'est des issues qui sont multidimensionnelles. Donc, on n'inclut pas dans ça un score de douleur 0 à 10, mais plutôt l'interférence de la douleur avec la fonction ou le cognitif ou l'émotif. Donc, on va chercher d'autres dimensions dans notre évaluation. Donc, quand on a regardé tous les essais cliniques randomisés qui se sont faits sur les alternatives aux opioïdes, il y en avait près de 3000 essais cliniques. Et parmi ces 3000 essais cliniques-là, il y en avait seulement 16 qui regardaient des issues orientées vers le patient. Donc très peu. Et puis, parmi ce 16 %-là, ce qu'on a vu dans notre revue de portée, c'est qu'il y en avait seulement 20 en fait, qui suivaient les recommandations sur comment on devrait évaluer les issues orientées vers le patient. Donc, c'était plutôt rare qu'on allait utiliser là, des instruments qui avaient été validés et qui étaient recommandés pour évaluer les issues orientées vers le patient. Dans le cadre de cette revue de portée-là, qui incluait près de 500 essais cliniques randomisés, on a évalué parmi toutes les alternatives aux opioïdes qu'on utilise pour les patients chirurgicaux. Donc, vous pouvez voir là, sur l'axe des X les alternatives aux opioïdes qu'on a colligées. Puis sur l'axe des Y, vous voyez le nombre d'essais cliniques randomisés pour chaque alternative. Vous voyez en vert, c'est quand les résultats de l'essai clinique montraient que le médicament était bénéfique. Puis en jaune, pas d'effet, rouge, délétère, et en bleu, c'était équivoque. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a identifié certaines stratégies qui étaient plus prometteuses que d'autres, mais qui avaient besoin d'une évaluation plus rigoureuse, comme la dexmédetomidine et la lidocaine. On a ensuite fait une revue systématique sur la dexmédetomidine pour vraiment quantifier puis évaluer le niveau de preuve par rapport aux issues orientées vers le patient, comme la qualité du rétablissement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, ça pourrait améliorer la qualité du rétablissement, puis même l'incidence de douleur chronique là, à long terme suivant une opération. Mais par contre, le niveau de preuve était faible à modéré, donc il y a besoin de plus d'essais cliniques là, pour pouvoir confirmer cette découverte. L'axe 3 de mon programme de recherche, c'est d'évaluer les pratiques et les opinions par rapport à l'utilisation des alternatives aux opioïdes. Donc, on a transmis un sondage pan-canadien à tous les anesthésiologistes au Canada par le biais des associations professionnelles pour évaluer les opinions puis les pratiques rapportées par les anesthésiologistes. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une grande variabilité dans des perceptions auprès des anesthésiologistes. Donc, par exemple, ici, vous voyez pour la dexmédetomidine, on voit sur l'axe des X la fréquence d'utilisation selon l'anesthésiologiste
et la proportion des membres qui ont voté. Donc, on voit qu'il y en a une certaine partie des anesthésiologistes qui disent qu'ils utilisent cette molécule-là tout le temps pour à peu près tous leurs patients. Puis il y en a une autre portion qui l'utilisent à peu près jamais. Donc, une grande variabilité dans les pratiques médicales. Donc, voyant la variabilité dans les pratiques médicales, le besoin de preuve, puis l'importance du sujet d'améliorer la qualité du rétablissement auprès des patients, et aussi considérant que c'est des stratégies qui sont relativement simples à employer, puis peu coûteuses, euh, on, on est en train de planifier un essai clinique multicentrique euh, pour évaluer l'efficacité de la dexmédetomidine ou la lidocaïne par rapport aux soins usuels sur les issues orientées vers le patient, comme la qualité du rétablissement à 24 heures et à 7 jours, mais on va aussi évaluer des issues à plus long terme auprès d'une clientèle chirurgicale qui a besoin de chirurgie majeure sous anesthésie générale. Donc, la première phase qu'on a planifiée, en fait, pour laquelle on va commencer le recrutement en début 2025. C'est une phase de faisabilité. Donc, ce qu'on va regarder, c'est notre capacité à bien recruter les patients qu'on veut recruter, à bien administrer l'intervention, évaluer les issues et avoir une diversité dans le sexe et le genre des patients qu'on va recruter. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, c'est des critères d'éligibilité qui sont assez larges puisqu'on veut rester pragmatique. Donc, on veut que les résultats soient applicable auprès de la plus grande population possible par la suite. On planifie une taille d'échantillon de 160 patients pour la phase de faisabilité et ensuite, pour la phase complète, environ 750 patients dans 16 centres. Finalement, le dernier axe de mon programme de recherche, c'est d'améliorer les pratiques cliniques, donc d'avoir des initiatives d'implémentation ou de déimplémentation en fonction des données probantes. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est on identifie des problèmes locaux. Souvent, ça peut venir directement des centres hospitaliers, par exemple, qui identifient un problème là, avec leur comité d'amélioration de la qualité de l'air ou de sécurité des patients. Et ensuite, avec les centres, on développe ensemble des solutions qui sont adaptées au contexte clinique, mais qui prennent en compte les données probantes pour implémenter une solution qui va améliorer les soins aux patients. Donc, par exemple, un des projets qu'on a effectué dans dans les dernières années, c'est auprès d'un centre en Ontario où il y avait une surutilisation des gabapentinoïdes en médecine périopératoire. Donc, on s'est basé sur les résultats de notre revue systématique, mais également qui étaient corroborés avec d'autres lignes directrices puis d'autres études pour développer des interventions qui permettraient de réduire l'utilisation de routine des gabapentinoïdes, là, donc prégabalin et gabapentin, auprès des patients qui ont besoin d'une chirurgie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté les lignes directrices locales pour qu'ils soient plus cohérentes avec les lignes directrices nationales et internationales. Et on a ajouté des affiches, des dépliants, etc. Ensuite, on a également discuté avec les infirmières sur comment l'évaluation de la douleur se faisait au chevet des patients. Puis finalement, on a développé des interventions là, dans le système informatique de prescription pour les médecins. Par exemple, lorsque le médecin allait prescrire des gabapentinoïdes, eh bien, si on était dans un contexte avec un patient qui avait des facteurs de risque, on avait une alerte qui lui demandait, par exemple, s'il était bien certain qu'il voulait prescrire ce médicament dans cette situation précise. Donc, pour ce qui est des prochaines phases du programme de recherche Opus, d'abord, pour le premier axe de recherche, on est en train de co-développer
un nouveau groupe de patients partenaires. Donc, dans le passé, pendant ma formation au PhD, j'ai développé un groupe anglophone en Ontario en partenariat avec l'unité sport ontarienne. Maintenant, je vais faire la même chose ici avec l'unité de soutien SSA. On fait également d'autres revues systématiques avec méta-analyse pour évaluer des stratégies alternatives aux opioïdes qui sont potentiellement bénéfiques et d'autres qui sont potentiellement délétères afin de déterminer la magnitude d'effet puis les données probantes actuelles sur ces stratégies-là. Dans le cadre d'un autre axe de recherche, je vais décrire les pratiques là, avec des analyses statistiques en utilisant des grandes bases de données. Et finalement, comme je vous disais, on va débuter le recrutement pour l'étude Opus prochainement, donc qui est une étude multicentrique avec une première phase de faisabilité. Donc, merci pour votre attention. Puis, je remercie également toute l'équipe du programme Opus qui m'a aidé à monter les études et puis l'orientation du programme également. Donc, merci beaucoup.